de faire de la cohérence cardiaque, de se concentrer sur son souffle. Moi, du coup, avec l'âge, parce que j'ai commencé, donc du coup, j'avais moins de 30 piges et maintenant j'en ai 45. Avant d'avoir un enfant, j'ai toujours dit que les gens qui s'arrêtaient de faire du sport avec un enfant, ils trouvaient des excuses et tout. Je maintiens cette position. Mais, c'est comme les rameurs qui travaillent sur 7 minutes pile. Tu pensais à ça, non? Ouais, je pensais à ça. Que pensez-vous du body positive? Ça fait la transition où on parlait de... Ça sert à rien de le faire comme ça si derrière, toi, tu considères que le body positive, assume ton corps comme il est, qu'est-ce qu'on s'en fout? Salut la team, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Resilient Podcast où nous allons discuter aujourd'hui de... Non, on ne discute pas aujourd'hui. On va répondre aux questions. On répond aux questions, ok. C'est sûrement le dernier qu'on fait de l'année, peut-être l'avant-dernier, je sais pas quand il sortira. Ouais. On va faire un podcast sur comment tenir ses habitudes normalement. Oui, ça ce sera soit ce sera la semaine prochaine, ouais. ou soit ce sera juste en début de l'année. En début d'année, effectivement, parce que je pense que ce sera le meilleur moment, le plus propice. Personne ne regardera sinon entre les fêtes. Il y a des chances, ouais. Ou alors, les gens prendront les devants pour leurs nouvelles résolutions, les résolutions du nouvel an. Je crois que les gens ils prennent les devants. Moi, j'ai pris les devants cette année, en tout cas. Ah ouais, carrément. Ok, cool. Carrément. Donc en tout cas, il y aura ce prochain podcast. Et là, Du coup, aujourd'hui, on répond un petit peu à différentes questions qu'on a pu avoir sur Instagram. Ça roule. Allez, c'est parti. Ok. Du coup, la première question, c'est vous parlez de méditation dans votre dernier podcast, mais comment commencer? Un peu plus une question pour toi, ça. On s'assoit. C'est compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui connaît pas du tout, qui a jamais rien fait. Moi, ce que je lui dirais, quelqu'un qui a jamais rien fait, etc. La première chose que je lui dirais, c'est de s'asseoir dans une position confortable avec le dos droit et de faire comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le 5-5. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Voilà. De faire de la cohérence cardiaque, de se concentrer sur son souffle. Et une fois qu'il a commencé et qui tient un petit peu sa méditation, donc faire ça 5 minutes par jour. Donc, cohérence cardiaque, pour que les gens sachent, c'est on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Ou 6-6. Ouais. Donc ça dépend. Il y a plusieurs méthodes apparemment, mais ça c'est le principe en fait, c'est d'avoir, comme c'est explicité, une cohérence cardiaque. C'est-à-dire il y a des machines qui mesurent un petit peu justement le rythme du cœur quand on fait cette respiration, où on met son pouce en fait dans une machine qui analyse comme les montres cardio, et on voit effectivement que le cœur a moins de fluctuations et est beaucoup plus régulier. Donc ça permet de se calmer, de se détendre, etc. C'est un truc connu en plus, il y a plein de vidéos sur YouTube où tu peux même regarder une boule qui monte, exactement. Qui descend. Donc ça, ce serait la première chose que je conseillerais, c'est effectivement de commencer par une cohérence cardiaque, donc travailler sur le souffle, en fait, c'est la base, c'est le pranayama, le travail du souffle. Et ensuite de trouver un bon prof ou de trouver une personne qui s'y connaît, qui est passée un petit peu par là. Alors moi je peux recommander déjà Surya World, qui est une organisation qui a été créée par Stéphane Chollet, qui est probablement le plus grand yogi qui est en France. Alors yogi, non, c'est pas le bon terme, parce que les gens vont commencer à partir dans tous les sens, qui est une personne qui fait des séminaires tous les ans en Inde, qui m'a emmené en Inde 3 fois déjà. Et qui donne des cours de yoga par l'intermédiaire de ils ont 2 ou 3 ou 4 groupes ou clubs en France qui sont répartis. Je crois qu'il n'y en a pas à Lyon malheureusement. Mais en tout cas, ils font plein de choses aussi sur Internet. Et voilà, de trouver quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance notamment, et de commencer à pratiquer peut-être un petit peu le yoga aussi. Pas le yoga physique, pas le yoga qui vous met dans les positions juste pour vous mettre dans les positions et où c'est des étirements et rien d'autre. Non, le yoga qui vous permet de vous mettre dans des positions pour être à l'aise et confortable en assise. Et voilà. Et une fois que vous avez commencé par faire ça, et que vous avez trouvé un bon professeur, suivez votre professeur. Ou éventuellement, après, il y a plein de bouquins aussi. Si j'avais su qu'il y avait cette question, j'aurais pris 2-3 références. Mais il y a énormément de livres aussi qui expliquent. Il y a plusieurs méthodes de méditation. Méditation sur les couleurs, méditation sur le souffle, méditation avec des mantras, méditation avec énormément en fait, de choses diverses et variées. Et le principe, c'est juste de s'asseoir et d'apprendre déjà à se concentrer. Mais déjà, c'est pas mal que tu parles de la respiration, parce que je pense que nous, on pratique tous les deux depuis quelques temps, mais pour beaucoup, la méditation, c'est penser à rien. Et généralement, moi j'avais commencé comme ça. Tu t'assois, tu fermes les yeux, j'essaie de penser à rien, et tu te rends compte que ça marche pas comme ça. Non. C'est possible. Donc au contraire, c'est se concentrer sur une chose
et se concentrer sur Sur le souffle, ouais, c'est du coup, sur le souffle, c'est la meilleure chose. une très bonne chose au début, commencer. c'est une très bonne chose pour commencer. Après, voilà, il y a aussi la manière de s'asseoir. Donc, idéalement, c'est Toi, tu c'est dirais pas de assis, masana. pas allongé. Ah ouais, moi, je dirais assis. Enfin, après, ouais, non, je dirais assis. Si tu commences à t'allonger, la première chose que tu vas faire, c'est comme Yoga Nidra, c'est tu risques de t'endormir. Ouais. Donc, du coup, non, je dirais assis, le dos bien droit, assis sur une chaise si on ne peut pas s'asseoir différemment, mais assis en jambes croisées. Il y a plein de vidéos aussi qui expliquent les meilleures positions Ouais, moi, ce pour qui m'avait s'asseoir. aidé, c'est de me surélever un peu. Voilà, Avec donc un se petit surélever coussin, avec un un petit zafou, zafou, on met un zafou sous les fesses et ça permet de rentrer en pas en demi-lotus, mais en. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas de masana, je sais plus ce que c'est. Enfin bon, peu importe. D'avoir les jambes croisées pour être le dos bien érect et à partir de là, on ferme les yeux, on garde les yeux, on peut même regarder une bougie, il y a plein de manières, on peut regarder aussi la photo d'une personne un peu particulière, par exemple, ça peut être un bon exemple. Et se concentrer dessus, voilà. Donc en gros, la meilleure méthode pour commencer la méditation, c'est de commencer la méditation, de s'asseoir, de prendre un temps dans sa journée, tous les jours, le matin au réveil, avant de se coucher éventuellement, 5 minutes pour commencer, 5 minutes, même 2 minutes, il n'y a pas de minimum, et puis éventuellement d'essayer de progresser peut-être si on a envie de progresser, et de commencer par la cohérence cardiaque, travail du souffle, et se concentrer sur l'inspire, l'expire, ce Et qu'on ressent, etc. juste quelqu'un qui n'aurait pas accès à un guide pour l'aider, une fois que tu as fait du 5-5 et que tu veux en faire un peu plus, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux parler vite fait de... Est-ce qu'on peut faire des rétentions, des... Non. Comme ça? Non. Quand je dis rétention, c'est juste les 5, 5, 5, 5. On peut, mais je ne m'aventurerai pas dans le domaine. Je conseille vraiment de trouver quelqu'un qui a Qui peut guider. Ouais, qui peut guider parce que Ok. enfin, il y a plein de choses. Non pas que ce soit dangereux ou quoi que ce soit. Si on reste sur du 5-5-5, peu importe. Franchement, il n'y a aucun risque. Mais après, il y aura une évolution, c'est-à-dire qu'il y aura un désir après peut-être d'aller un petit peu plus loin et de continuer. Et donc là, quitte à bien commencer, autant bien commencer avec une personne. C'est comme si je te dis faire du jiu-jitsu avec quelqu'un, commence tout seul. Et peut-être qu'après, tu vas évoluer, autant commencer directement avec un bon Ouais. prof, quoi. Même si c'est dans un centre de yoga. Alors peut-être que le yoga, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais je pense qu'il doit exister des centres de méditation, des endroits où il y a des méditations bouddhistes, ou etc. Je suis sûr, parce qu'il y a des centres à Lyon de ça. Mais j'ai jamais poussé plus Je sais loin. pas. Qui peuvent vous guider. Alors après, si c'est pas la méditation qui vous correspond, essayez-en plusieurs. La semaine dernière, on a parlé du podcast. Dans le podcast, on a parlé du placebo, du nocebo, et on a parlé notamment de Joe Dispenza. Et Joe Dispenza a des méditations aussi. Ouais, j'ai essayé du coup après le podcast. Ah, t'as essayé? J'ai retrouvé une vidéo, j'ai détesté. Ah, c'est particulier, hein. C'était trop... Surfait au niveau de la voix? Ouais, déjà, c'est une traduction française, donc peut-être que Ah, le ok. traducteur, il est... Je sais pas ce que ça donne, mais c'était trop abstrait en fait. C'était imaginer l'espace, dans l'espace, entre vos yeux, et en fait, il répétait espace, espace, espace. Ouais. Et en anglais, c'est très particulier parce qu'il le prend avec un accent et une manière de parler. Voilà, Il dit c'était pas pareil, space, simplement, il dit pas space. Normalement, Ah, il dit il disait space. dans l'espace. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et en fait, je pense que je comprends l'intérêt de répéter le mot. Il y a un doit intérêt. truc. Et il y a un intérêt aussi de le répéter de cette manière-là au niveau Mais moi, vibratoire. ça m'énervait. Oui. Bon, voilà, après, c'est. Et du coup, j'ai pas accroché du tout. Donc, voilà, c'est particulier. Parce qu'après, des méditations guidées sur YouTube, il y en a plein. Oui, Ça énormément. se teste, il y a des gens pour Voilà. qui ça peut convenir. Mais ça 5 peut être très minutes, bien. 10 minutes, 30 minutes. Voilà. Et puis, il faut tester plusieurs méditations. Peut-être qu'il y a des méditations sur les couleurs où on vous guide par l'intermédiaire des couleurs qui sont souvent reliées au chakra, etc., qui peuvent vous plaire. D'autres méditations, moi, par exemple, mes parents qui méditent beaucoup, ils font des méditations basées sur le système des Rose-Croix. Et donc, c'est beaucoup de méditations sur les couleurs, l'association des couleurs avec des émotions. Enfin, Ok. il y a un gros travail dessus. Après, il y a les méditations bouddhistes. Moi, je me souviens, quand j'étais en Chine, j'avais lu un bouquin, notamment sur un bouddhiste, qui expliquait comment méditer et voir la lumière dans les articulations. Mais c'était plus pour se guérir, en fait. Pour voir, en fait... on rentre un petit peu trop dans un sujet un peu précis, mais qui avait des méditations guidées, notamment pour se guérir, un peu comme celle de Joe Dispenza, où il passait en revue, en fait, un peu comme le Yoga Nidra, il passait en revue Tout le corps. il passait en revue tout le corps et il imaginait que les cellules étaient en pleine forme, etc. Donc voilà, il y a plein de manières
Il y a plein de manières de D'ailleurs, méditer. Yoga Nidra, pour le coup, c'est un truc, s'il y en a qui ont du mal à dormir, Ça, c'est ça pas se mal teste, aussi. hein. Pareil, il y a des vidéos où, pour le coup, c'est guidé en 10 minutes. Ça peut vraiment aider pour les gens qui ont du mal à s'endormir le soir. Clairement. Moi, ça m'arrive de le faire. Même quand t'as pas envie de dormir, tu t'endors. Ouais. Donc, c'est... Ouais, c'est clair. Même là, en stage, Ouais, c'est sûr. Le Yoga Avec Nidra qu'on avait fait Stéphane, avec il nous en Stéphane, avait fait ouais. un ici. Ouais. La plupart Il y en des avait gens qui avaient étaient- ronflé. Ouais, ouais. Pourtant, ça durait c'était pas en plein longtemps. milieu de la journée. Ouais, plein milieu de la journée, on était plusieurs, etc. Mais bon, quand on se concentre véritablement ou quand on s'allonge, qu'on se détend complètement et qu'on apprend vraiment à détendre chaque partie de notre corps, parce que là, par exemple, on dit on est détendu, ok, mais si vraiment on porte l'attention sur le front, ah oui, là je suis détendu, les épaules, là vraiment je suis Ouais. détendu, et tu passes ton corps en revue, Les rien que ça, les paupières, et les boum, mâchoires. ça y est, tu tombes. Donc voilà, en termes de méditation, pour pas se répéter, 5 minutes, commencer comme Cardiaque, ça. déjà, en fait, c'est de la respiration, quoi. Trouver quelqu'un éventuellement qui maîtrise, un bon livre, une bonne vidéo YouTube, etc. Et éventuellement, parlez-en autour de vous, demandez conseil à des gens éventuellement qui peuvent connaître. S'il y a des gens à la boxe qui veulent m'en parler, ok, rapidement, mais encore une fois, je guiderai jusqu'à un certain point. Et après, il faut soit aller voir Stéphane Chollet, soit retrouver un bon prof de méditation. Ok. Et c'est parti. Top. Voilà. Très bien. On va parler de l'esprit, on va passer de l'esprit au physique. Ouais. C'est une question pour toi spécifiquement, Mhm. après il y en a une pour moi. Qu'est-ce que ça change, JP, de t'entraîner avec l'âge qui avance? Par rapport à quand tu as commencé le CrossFit, tu peux peut-être préciser quand est-ce que tu as commencé, depuis combien de temps tu pratiques? Est-ce que tu as vu des changements ou pas Ok. dans ta pratique? Alors moi, ma venue dans le CrossFit, elle est arrivée en 2006. Donc c'est il y a très longtemps. Et elle est revenue d'une manière particulière. Je faisais des arts martiaux, j'étais en Chine. Et c'est justement ce Stéphane Chollet qui m'a initié à la méditation et qui m'a amené en Inde, qui m'a parlé de Greg Glassman, du CrossFit Journal, etc. Et donc j'ai commencé par regarder le site internet. J'avais accès à aucune salle. Donc l'haltérophilie, ça faisait pas du tout partie de l'adéquation pour moi. Je prenais simplement les WOD où il y avait de l'endurance, des tractions un petit peu. Poids du corps cardio. Voilà, en gros c'était ça, parce qu'en Chine il y a beaucoup de parcs, comme il y a maintenant de plus en plus en France, tu sais, avec les barres de traction, il y avait même des anneaux des fois en fer. Ah ouais? Ouais. Je m'y suis jamais Tu faisais pas aventuré. encore les Non, muscle-up à je faisais l'époque. pas les muscle-up à l'époque. Et donc je faisais ça pour être un peu en meilleure forme, pour les arts martiaux. À la base c'était ça. Quand je suis rentré en France en 2009, il n'y avait pas de boxe encore. En tout cas à Lyon il n'y en avait pas. Je crois que c'était les prémices de boxe qui ouvraient à Paris, si je dis pas de bêtises. Il y avait CrossFit Original Addicts, je pense, qui eux avaient des regroupements. Quand j'étais en Chine, je crois qu'ils faisaient des regroupements dans un En parc extérieur. en extérieur. Donc vraiment, c'était pas une boxe affiliée, mais c'était les Au prémices. tout début, ouais. Et du coup, en 2012, il y a eu CrossFit Lyon qui a ouvert, où j'ai été, qui est géré par Nicolas Delay, et j'ai été chez eux, jusqu'à ce qu'on ouvre la boxe fin 2014 à Villeurbanne. En termes d'entraînement, qu'est-ce que ça change? Clairement, quand j'ai ouvert la boxe, après, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus sérieusement. Donc, je suis passé de 1 WOD 5 fois par semaine à 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement par jour. Alors, je faisais le WOD, plus je rajoutais de temps en temps des squats ou du bench ou des choses comme ça. Parce qu'à l'époque, encore, c'était pas s'entraîner 5 heures par jour. La compétition a été importante, mais beaucoup moins. C'est vraiment devenu, ça a pris une apogée 2014-2015 avec Rich Froning, les games qui prenaient un encore, essor je de pense que ça a mis fou, un etc. peu plus de temps. Ouais, c'est sûr. Mais déjà, pour ceux qui étaient dedans, on commençait à se rendre compte qu'il fallait s'entraîner, quoi. Quand la première vidéo de Rich Froning qui est sortie sur YouTube, je sais plus quelle année c'était, où ils s'entraînent avec Dan Bailey et l'autre dans leur centre de football. Et c'était avec Elijah Mohamed, non? Non, même pas. C'était pas, non, c'était là où ils sont dans leur centre de football. Ils jouent au football un petit peu. Ouais, mais je vois la vidéo avec Et Dan ils Bailey. s'entraînent. Le mec, en fait, le journaliste débarque chez lui. À 9h, il est déjà en train de s'entraîner dans son Ouais, garage. il est en train de faire des intervalles. Voilà. Donc Ouais. déjà, et à 20h30 le soir, ils finissent. Il est en train de s'entraîner dans un autre centre avec son cousin d'Arène ou je sais pas quoi. Et donc là, les entraînements ont pris on s'est rendu compte qu'il fallait s'entraîner un petit peu plus et donc là, après, ça a été la recherche du volume pendant un certain temps. Moi, du coup, avec l'âge, parce que j'ai commencé, donc du coup, j'avais moins de 30 piges et maintenant j'en ai 45. Ce qui change, en fait, c'est pas véritablement l'entraînement en soi, c'est plus la récup. Le sommeil qui devient un peu plus important pour la récup et gérer les blessures. Et voilà. Celui qui s'entraîne et qui s'entraîne pas mal, qui se blesse pas, pour moi, il s'entraîne pas.
Il y a un moment où le physique, toujours, tu auras des petits soucis par-ci, par-là, etc. S'entraîner sans blessure, sans jamais avoir de blessure, j'y crois pas. J'y crois pas trop. Ouais, sans parler de grosses blessures. Oui, Petit- je parle pas de... Mais des petites tendinites par-ci, par-là, des petits trucs aux épaules que j'ai pas eu pendant... Moi, les épaules, j'ai pas eu trop de soucis au niveau des épaules, mais bon, j'ai eu des problèmes au niveau du genou, qui venaient pas pour le coup du crossfit, mais qui venaient plutôt des arts martiaux que j'avais fait avant, parce que j'ai fait pas mal de conneries dans les arts martiaux aussi. Et j'ai fait du basket aussi quand j'étais jeune, beaucoup de basket. Donc j'ai eu la minisectomie due à une dégénérescence. Ok. Et non pas un choc ou Pas un un choc, impact ouais, ou un c'est squat pas une clean. fois. Le crossfit ça blesse. Non, le crossfit ça blesse pas. Mais d'ailleurs, est-ce que les blessures, vraiment, ça intervient aussi, la gestion des blessures en tout cas, parce que tu as pris de l'âge, ou juste parce que tu t'es entraîné pendant tellement longtemps que tu commences à tirer un petit peu sur certaines articulations et tout? Bah, Ou est-ce que les deux non, en vraiment, fait. tu sens que... Les deux en fait. En fait, la différence c'est juste que j'ai pris de l'âge. Donc les petites blessures que j'avais et qui passaient peut-être en 3-4 jours avant où je faisais pas trop attention, boum, ça a changé, terminé, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, il faut que je fasse un peu plus attention. Est-ce que tu les écoutes plus aussi peut-être? Bah, j'en ai plus. Elles font plus mal. Elles font plus mal qu'avant. Non, Parce que toi tu parles de 30 à 40, mais moi de 20 à 28, pour l'instant, t'as aucun problème, toi. déjà Ouais, mais je m'écoute beaucoup plus par contre. Oui, c'est sûr, mais parce que... Alors après, il y a aussi l'environnement. Le fait que tu sois avec moi et que je me blesse, etc., ça te met la puce à l'oreille d'une certaine manière. Si tu t'entraînes qu'avec des gens qui sont jamais blessés, la blessure rentrera même pas dans l'adéquation. Ouais. Si tu t'entraînes avec des gens autour de toi qui de temps en temps sont blessés, déjà tu vas apprendre à gérer une blessure de manière un peu différente que... Il y a des gens, ils sont blessés, ils percutent pas et ils rentrent dedans. Mais je trouve que c'est aussi quand tu t'es blessé de manière un peu chiante que tu décides de faire plus attention. C'est sûr. Bah, ça te bloque. Parce que si tu te rends compte que... Ouais. Ça t'empêche de faire plein de choses. T'es plus libre de tes mouvements, t'es plus libre de faire les choses. Du coup, t'as pas envie que ça se reproduise, donc tu fais un peu plus attention. Moi, quand je me suis blessé le genou pour la première fois, j'ai fait la grosse erreur de pas m'entraîner après l'opération, parce que je pouvais pas faire ce que je voulais faire en fait. Je pouvais pas faire la totalité des WOD et du Alors coup, t'aurais pu être une machine du haut du corps. grave. J'aurais pu m'entraîner et maintenant c'est ce que je fais. Mais à l'époque, j'étais pas prêt pour ça en fait. J'étais pas prêt et je me suis dit bah non, je m'en fous. Et à chaque fois, je me disais, bah, je vais faire un peu de haut du corps. Et c'est pas ce que j'avais envie de faire, vraiment. Pas, quoi. Du coup, j'ai rien fait. Du coup, j'ai grave perdu. Et quand j'ai repris, j'ai pris une claque, mais bon, en 3-4 mois après, je suis revenu. Et bon, d'une certaine manière, après, j'ai pas eu trop de blessures. Là, j'ai le genou qui revient. Donc, c'est le même genou, même problématique. Toujours ménisque, etc. Et là, je fais beaucoup plus attention. Là, ça doit faire très longtemps que j'ai pas fait vraiment de squat. Et je dis ça, j'ai publié une vidéo où j'essaye de faire des squats. Mais vraiment, je fais attention. Je fais beaucoup plus attention. Avant, j'en aurais rien eu à foutre. J'aurais dit, j'ai mal, c'est pas grave, je traverse. Maintenant, je fais un peu plus attention parce que j'ai envie de continuer à marcher tranquillement et de pas me retrouver justement à faire une opération. D'ailleurs, ça peut être un des objectifs, c'est de faire notamment un aerox sans faire d'opération. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais du coup... L'objectif, pour moi, c'est véritablement maintenant de m'entraîner sans aller titiller les douleurs, sans aller aggraver toutes les douleurs que je pourrais éventuellement avoir. J'en ai qu'une pour l'instant, vraiment, c'est le genou. Tout le reste fonctionne bien. J'ai pas trop de soucis. Et donc, c'est ça. Et c'est beaucoup plus long que quand j'ai eu 35 ans, quoi. Franchement... Du coup, tu sens maintenant que tout le lifestyle que tu as en dehors de la salle, comment tu manges, comment tu dors, ça impacte encore plus? Dans le style, à 20 ans, tu peux faire un entraînement le lendemain d'une nuit blanche. Là, si t'as dormi 3 heures, c'est un peu plus compliqué ou pas spécialement? Alors, si je fais beaucoup de nuits blanches, si je fais juste une nuit blanche, quand t'as des gosses, bon, j'ai une fille qui a 9 ans et un petit qui a 6 ans, donc les nuits blanches, on en a faites auparavant. Ah bon? Si t'en as qu'une, t'inquiète. Quand tu fais des nuits, quand c'est de temps en temps, c'est pas un problème. C'est pas un problème de faire une nuit blanche de temps en temps. Par contre, quand ça devient récurrent et que tu tapes 3 ou 4 nuits, où la première c'est une nuit blanche, la deuxième, bah il y a un truc qui te dérange, donc tu arrives moins bien à dormir. La troisième, tu stresses de ne pas pouvoir dormir, etc. Et ça commence à rentrer dans ta tête et du coup tu dors un peu moins jusqu'à ce que tu retrouves un cycle. Quand j'étais ici, quand j'étais dans le bureau là, pendant un moment, je dormais mais super mal. J'arrivais pas, enfin il y avait quelque chose qui me dérangeait. Là par contre, j'ai senti une fatigue. Alors après, c'est pas forcément physique, hein. La physique vient après, mais tu as déjà une fatigue nerveuse, fatigue mentale, et après la fatigue physique ou la blessure. Okay. Après, je pense aussi que plus on vieillit, moins on a besoin de dormir. Ah ouais, tu penses ça? Je suis pas convaincu de ça. Ouais, moi je pense que... J'ai l'impression que c'est plutôt qu'on s'habitue à moins dormir
En par fait, la vie et tu te rends compte que tu peux fonctionner avec moins. Mais est-ce que c'est optimal ouais, je pense que oui, ça, parce que malgré tout, si tu regardes Andrew Byrne, etc., qui explique que quand on a au bout de, je crois que c'est au-delà de 20 ans, en fait, tu as besoin d'entre 6 et 8 heures de sommeil. Donc on n'est pas sur les 8 heures, on est entre 6 et 8 heures de sommeil déjà. Et que par contre, quand tu es un adolescent, etc., là, si tu as envie de dormir jusqu'à midi, vas-y, dors jusqu'à midi. Enfin, il dit aux parents de laisser dormir les gosses, quoi. Et il y a plein de gens, moi, il y a plein de... Les anciens, mon grand-père, il se couchait pas tard, hein, mais il se couchait à 23h. Le matin, 5h30, il était debout, il était dans le jardin. Hein. Et pleine forme, hein, toute la journée. Je pas hein. savoir ça si c'est... Par contre, il faisait une sieste. Ok. Par contre, il faisait une sieste. Il faisait on une a sieste beaucoup d'une de données demi-heure. sur ça. Est-ce que il se levait pas à 5h parce qu'il avait des choses à faire aussi? Il y a une autre, alors ça, je ne pourrais pas m'avancer parce que je sais ni qui est l'auteur, ni quand c'est, mais c'est quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps. C'est une femme qui, elle, conseillait à chaque fois qu'on se réveille, même la nuit pour pisser, tu te lèves. Il faut avoir un rythme très particulier parce que dès que tu es fatigué, tu dors. Et dès que tu as envie dès que tu te réveilles pour aller pisser, pour boire ou etc., dès que tu es réveillé, boum, tu te réveilles. Il y a plein de méthodes aussi pour hacker le sommeil. Hein. Pour le coup, il y a des gens, si tu te lèves 3 fois dans la nuit pour aller pisser, que tu te lèves... Ah, mais tu te lèves pas 3 fois dans la nuit parce que si tu te lèves une fois et après tu es réveillé. Ok. Et après, si après tu es fatigué, boum, tu retournes te coucher. Il y a plein de méthodes pour hacker le sommeil, notamment les marins, ils en ont... Bon, c'est pas le top. Hein. Le sommeil polyphasique ouais, où tu fais 10 minutes de sommeil toutes les 2 heures pour avoir une récupération normale. Enfin, le principe, c'est ça après. Ouais. Mais voilà. En ça, tout c'est cas, énorme, par contre, tu loupes une sieste, t'es mort. Quoi. C'est ça. C'est comme si t'avais fait 3 jours de... Ouais, t'es ultra calé. Ouais, ça c'est... Non, par contre, il y en a beaucoup qui parlent du sommeil qui devrait être biphasique et qu'une sieste... en milieu de journée, ce serait... Ah mais... Moi, c'est des fois... si je sens vraiment que j'ai mal dormi, etc., je me cale 20 minutes, 25 minutes. Pas trop long non plus. Sinon, après, je suis éclaté. Ouais, bah après, tu rentres dans un sommeil profond. Ouais. Et 20-25 minutes, pas. Et franchement, c'est pas mal. Et après, je fais des WOD et j'éclate tous mes pairs. Donc, ouais, voilà. Donc, le secret avec l'âge, c'est faites des siestes. Et par contre, et pas arrêter de s'entraîner. Et continue, bien sûr. Ouais, continue à s'entraîner, continue à bouger, etc. Et par contre, être plus à l'écoute de son corps. Et effectivement, quand il y a des petits couacs, etc., essayer de savoir déjà, et d'une pourquoi, et essayer de tourner autour du couac, autour de la problématique. J'ai mal à l'épaule, je vais faire des mouvements qui ne tirent pas dans l'épaule. Et c'est pas tous les mouvements en fait qui peuvent tirer de la même manière. Par exemple, là, je sais que quand je fais des toast to bar, gros balancier, gros arc et holo, ça me tire des fois. Alors que muscle up strict, alors que pull-up, chest to bar, enfin tous les mouvements qu'on peut faire, rien du tout. Ouais, il y a des trucs avec l'âge, enfin même pas qu'avec l'âge, avec l'expérience aussi. T'apprends que des fois t'arrêter complètement, ça va pas mieux et. Non, ça c'est, ça c'est sûr. Meilleur compte de alors ça par contre, autour du mouvement. Ouais. Tant que ça te fait pas mal, tu y vas. Et ça, tu sais jouer. Enfin, tu testes, c'est des petits tests. Et ça, c'est des trucs que t'oses pas au début. Non. Moi, j'ai mal, j'arrête. Voilà. Et en fait, des fois, t'arrêtes, t'as plus mal. Il y a un moment où t'arrêtes. T'as encore plus mal. Ouais. Ou il y a un moment, t'arrêtes, ça passe pas. Tu dis, ah fuck, ça me saule, et t'y vas et tu te rends compte que finalement, ça va mieux parce que t'as bougé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça parce que justement. C'est des tests à faire, c'est là où il faut s'écouter. C'est ce que je fais pour le genou. Le genou, au lieu de m'arrêter, etc., non, je continue, je redouble même les efforts, je fais beaucoup plus de choses avec moins d'amplitude. Tu fais du pump, exactement. Le but, c'est d'apporter un maximum d'influx sanguin, de liquide synovial au niveau du genou pour que le genou se nourrisse et qu'il se répare par lui-même et pas par l'intermédiaire d'une opération. Ça ne veut pas dire que si vous avez mal au genou ou ailleurs, il ne faut pas vous faire opérer. Hein. Ça veut dire que moi, je prends mes décisions en tant qu'adulte. Vous faites ce que vous voulez. Ouais, ça dépend du contexte, quoi. Ouais. Ok, top. Du coup, il y avait une question similaire, mais pour moi, qu'est-ce que ça change de t'entraîner avec l'arrivée d'un bébé ? Pas tant de choses que ça en fait, mais un peu. L'organisation surtout. Et moi, avant d'avoir un enfant, j'ai toujours pensé que... Enfin, remettre les choses dans leur contexte. Organisation parce que vous avez décidé de ne pas prendre de nounou et de ne pas la mettre à la crèche. Ouais. Oui, déjà, on a fait le choix de ne pas déléguer son éducation, donc forcément, ça nous prend du temps. Et avant d'avoir un enfant, j'ai toujours dit que les gens qui s'arrêtaient de faire du sport avec un enfant, ils trouvaient des excuses et tout. Je maintiens cette position. Mais j'avais sous-estimé le temps que ça prend de t'occuper d'un enfant. En fait. Bah oui, hein. Quand tu t'en occupes 24 heures sur 24, ça prend 24 heures sur 24. Ça prend 24 heures. Donc bon, il y a l'éthique qui est très très présente. Mais effectivement, ça a changé l'organisation dans le sens où, du coup, avec Letty, on s'entraîne plus ensemble. Là, ça commence à reprendre où je fais des trucs un petit peu en même temps parce qu'elle commence à être plus grande, mais au début, ça a changé sur l'organisation.
Je m'entraîne moins, mais c'est aussi parce que je l'ai décidé. Euh, mais à part ça, il n'y a pas de différence fondamentale en fait. Alors après, il faut prendre en compte plusieurs choses. La première chose, c'est que toi, tu pars de ta position qui est tes coachs. Donc déjà, tu as accès à la salle. Donc ton travail, c'est la salle. Donc tu es déjà dans une salle. Ouais, bien sûr. Pour les gens qui ont pas qui ont un nouveau-né ou un Je pense que pour la majorité des gens, le problème, ce sera le facteur temps en fait. Le facteur temps, si effectivement, il faut qu'ils aillent dans une salle. Par contre, la possibilité de s'entraîner, tu peux toujours faire des choses à la maison. Ouais, mais même nous, en fait, à notre niveau, du coup, même Letty, tu vois, avant, elle s'entraînait 4 heures par jour. Là, elle s'entraîne moins. Et surtout, elle s'entraîne qu'une seule fois à la salle. Ouais. Alors qu'avant, elle serait revenue, donc tu as le déplacement à faire à chaque fois, etc. Là, maintenant, elle fait sa deuxième séance et elle prend ses baskets, elle va courir. On a un vélo, donc elle fait du vélo, ou alors elle fait du handstand à la maison. Et ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. Exactement. Tu as toujours la possibilité de t'entraîner, peut-être pas dans les mêmes conditions et au même endroit, mais tu as toujours la possibilité de faire quelque chose et de continuer à t'entraîner. Et après, c'est passager, parce que quand tu as un petit, de 0 à 6 mois, il y a un certain rythme, de 6 mois à 1 an, il y a un autre rythme, de 1 an à 2 ans, il y a un autre rythme, et de 2 ans à 3 ans, et en fait, c'est une évolution constante. Ça change constamment. Puis si après, au bout de 3 ans, tu en as un deuxième, c'est pour ça que ça demande beaucoup, à la fois d'organisation et d'adaptation, en fait. Il faut juste savoir changer et faire ce qui est le plus facile pour toi pour continuer de bouger. C'est ça. Ou alors, tu as une femme comme Sophie, et puis ça te permet de pouvoir continuer à t'entraîner. Ouais. Parce que mon métier, c'est d'être coach. Ouais. Donc en fait, quand je m'entraîne aussi, je fais mon métier. Oui, parce qu'on a des trous dans la journée aussi. C'est ça. Et puis ça fait partie de notre travail aussi, de s'entraîner. Ouais, bien sûr. Mais je pense que n'importe qui peut continuer à faire des trucs à la maison. Toi, là, depuis septembre, je fais le challenge Keegan Smith, là où je fais 10 000 reps sur les mouvements basiques, squat, pompe et tout. Bah, ça, je le fais chez moi, quoi. Oui, puis il n'y a pas besoin. Comment s'appelle le truc de Pavel Tatsouline? Grise de groove. Grise de groove. Tous les jours, voilà, toutes les heures, tu fais 10 pompes ou 15 pompes ou peu importe quel mouvement tu choisis. Ça fonctionne aussi. C'est des manières de s'entraîner. Et tu peux même le faire au bureau. Ouais, carrément. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions et après, il faut savoir que ces solutions, elles ne sont pas ad vitam aeternam. Vous pouvez prendre une solution où effectivement, il y a un changement de rythme pendant 6 mois. Et après, on peut revenir à des choses un peu plus après, faciles. C'est vrai que tu as raison. Ça dépend de la situation parce que moi j'ai quand même la facilité de coacher ici. Toi tu peux t'entraîner de manière... Par contre, on a l'inconvénient d'avoir décidé de ni la mettre chez la nounou ni Exactement. Chez donc ça forcément tu t'organises autour de ça, quoi. Donc il y a un changement de rythme. Mais de toute manière, si c'est pas un gosse, de toute manière ce sera autre chose. Le travail, l'éloignement, il y a toujours quelque chose. Voilà, la vie ne reste jamais, c'est pas un long fleuve tranquille où tu fais toujours les mêmes choses. Il faut pouvoir s'adapter en fonction de nous. Pour nous c'est plus facile parce que notre métier c'est ça. Mais à la fois même pour nous qui travaillons là, moi plus j'avance, plus je m'intéresse au street workout ou à l'entraînement au poids du corps parce que tu te rends compte de la liberté que ça t'offre aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Minimaliste. Parce que là, je parle de faire des pompes et des squats à la maison, mais si tu progresses, tu peux faire des HSPU, des planches. C'est sûr. Bah oui. Et tu peux progression... devenir une machine juste avec ton poids du corps, quoi. De la même manière qu'on peut partir du back squat à 40 kg et aller jusqu'à 250 sur une rep, et rien qu'avec des push-ups, tu as exactement la même chose. 90 degrés push-up, c'est le niveau... exactement, c'est le niveau plus. Voilà. Et ça, sans aucun matériel. Alors, si tu en as, forcément, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a peut-être des accessoires que tu peux travailler, etc. Ne serait-ce que pour la surcharge. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Et il y en a plein qui font ça en s'entraînant. Tu regardes les mecs, si vous regardez Hannibal, le mec des États-Unis qui a commencé à lancer un peu le street workout, etc. Bon, ça, je te parle de ça, c'était 2008. Si tu regardes ses vidéos, juste avec une barre de traction, tu regardes le physique qu'il a. Bon, je pense qu'il y a aussi eu 2-3 petits produits, mais même s'il y a eu les produits, son matos, c'était le parc de New York. Et tu vois ce qu'il fait, c'est juste aberrant. Ouais. C'est quelque chose de fou. Il a une maîtrise de son corps qui est juste incroyable. Peu importe ce qu'il fait. Il fait peut-être pas la même chose que nous, etc. Il soulève pas de barre, mais en termes de physique et d'entraînement, tu le mets après sous une barre d'haltérophilie, je pense qu'en 6 mois, il aura un niveau plus que correct. Il y a un truc aussi, quand que ce soit un enfant ou n'importe quel événement qui fait que tu peux moins t'entraîner, ça peut être stressant quand c'est la première fois. Parce que tu dis, je vais régresser et tout. En fait, c'est là que tu te rends compte que au final, maintenir ton niveau, ça demande pas vraiment beaucoup moins d'efforts que... Ouais. Moi, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai re-squatté. Parce que j'ai fait que des squats, j'ai fait beaucoup d'émums, du coup, pour gérer justement mon temps. Tout l'été, j'ai fait des émums, j'ai pas dépassé 90 kg, et quand j'ai re-squatté et testé mon RM, j'étais à 10 kg de mon max, quoi. Ouais. Et en fait, maintenir son niveau, c'est... toi,
tu t'en es rendu compte aussi, t'as pas cleané pendant je sais pas combien de temps. Et Oui, effectivement. Dernière t'as fait vidéo en 110 plus. sur, Oui, exactement. 1 kilo de ton PR. Voilà, j'étais vraiment sur le cul. Hein. Avec super Ouais, parce plaisir, que mais vraiment étonné. t'attendais peut-être plus à 100, 105, mais au final. Je m'attendais plus à 95. Ah ouais. Ah ouais, j'étais vraiment, Ok. j'étais vraiment aux alentours. Si je fais 95, je suis content. Et quand j'ai vu comme c'est monté, j'ai pris. Mais ouais, je suis retourné à 110. Alors que bon, Ça, c'est un truc que j'avais vu sur l'âge d'ailleurs. C'était une étude qui montrait que quand tu avances dans l'âge vers 50-60 ans, si tu as atteint ton potentiel avant, Ouais. ce qui est le cas de très peu de gens d'ailleurs, mais si tu as atteint ton potentiel, tu peux maintenir à peu près 90-95% de tes perfs. En fait, ça reste énorme. bah oui, Tu as un clean à 120, bah, à 60 ans, tu fais peut-être encore. Tu fais que 110, mais tu C'est peux quand même. par rapport aux autres personnes, c'est Ouais, c'est énorme. parce que déjà cleaner 60, c'est déjà énorme pour beaucoup de gens sur la population de la planète. Mais donc si toi en plus tu gardes des performances qui sont déjà en rapport avec des performances déjà très élevées, mais oui, Je pense que c'est pour ça aussi que je m'oriente plus vers le street workout ou que je veux passer des nouveaux mouvements, tu vois, 90 degrés push-up, one arm chin-up. C'est que c'est moins motivant de gagner 10 kilos sur mon squat parce que je sais que je peux le maintenir avec peu d'efforts. Oui. Par contre, je peux développer des nouveaux skills ou des nouveaux mouvements que j'avais pas avant. c'est ça. Et que tu pourras après derrière, une fois que tu les auras acquis, maintenir par l'intermédiaire d'un travail largement inférieur à ce que tu en auras fait pendant un an ou Ouais. peu importe le temps que ça nous prendra d'y arriver. Et ensuite passer à d'autres choses. Et comme ça, quand j'aurai un deuxième enfant, en 20 minutes par jour, je peux Tu faire des pourras one arm exactement. chin-up et des 90 degrés push-up et tu restes Exactement. quand même une machine. Exactement. Mais c'est le principe du crossfit en fait. Hein. Parce qu'au-delà du fait que le crossfit, certes, c'est tous les mouvements d'haltéro, c'est le sport du crossfit, Ouais. c'est ce que les gens connaissent, mais le crossfit, c'est tout faire. Crossfit, ok, c'est tout faire. Autant de street workout que d'aller faire du rameur ou d'aller faire d'autres choses. Et le but déjà, c'est bien, c'est une transition sur la prochaine question, c'était pas sur préparation physique. Ouais, si. C'est une méthode de préparation physique, donc de se préparer à des activités différentes. Effectivement, il y avait une question, c'était que pensez-vous du CrossFit comme prépa physique? Pour moi, c'est la méthode ultime. Ah ouais. Ouais. Je pense que ça dépend du contexte. Je pense qu'il y a des points. En fait, ça dépend ce que tu parles du CrossFit. Ça dépend ce que c'est faire du CrossFit en fait. Pour moi, c'est développer les qualités physiques. Et les 10 qualités physiques qu'on a dans le CrossFit, elles sont nécessaires dans tous les sports. Il n'y a pas un sport où il n'y a pas une des qualités physiques que le CrossFit développe ne soit pas nécessaire. Et à partir de ce principe-là, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est que du CrossFit. Ouais, en fait, C'est une méthode de PPG, préparation physique voilà, générale. La question, elle est mal tournée dans le sens où c'est que pensez-vous comme prépa physique? Non. C'est une bonne Alors, prépa d'accord, physique non. générale. Voilà, prépa physique mais ça veut générale. pas dire qu'il faut pas faire de la préparation physique spécifique à côté. T'es obligé. Tu ne peux pas. Ouais, Tu d'accord. demandes à un judoka, si jamais il monte plus sur un tatami, en 2 mois c'est fini, il se fait retourner. Un mec qui viendrait ici, un judoka pro par exemple, il viendrait pas dans une salle faire que les séances de la boxe et Oui. sans pouvoir faire du spécifique à côté. Bien sûr, il passerait peut-être même d'accord. 70% de son temps à faire du spécifique et 30% de son temps à faire du crossfit ce crossfit va le préparer à son spécifique. Et encore, ça dépendrait de la saison, mais Oui, complètement, parce qu'après il y a des Hors saisons, saison, par exemple, etc. on a eu énormément de rugbyman et hors saison ils font beaucoup de crossfit et quand ils sont en saison, ils font peut-être 1 ou 2, 3 séances par semaine, plus après leurs entraînements. Ouais. Donc ouais, pour moi la méthode est de plus pense- en plus. Hein, il y en a de plus en plus qui, surtout dans les sportifs semi-pro qui n'ont pas accès à un préparateur physique, qui viennent au CrossFit parce que justement la prépa physique générale que tu as avec le CrossFit, elle apporte des choses qui ne se faisaient pas avant en fait. Oui. Maintenant ça se démocratise, mais je pense que un des intérêts du CrossFit, c'est que ça a démocratisé le travail de force, le travail d'haltéro. Mhm. Alors, le travail d'haltéro, alors là, je vais me faire des ennemis, mais le travail d'haltéro, j'ai eu énormément de rugbyman qui sont venus. J'ai eu des rameurs qui sont venus, pas mal. Et ils ont toujours utilisé l'haltérophilie pour développer l'explosivité, etc. Sauf qu'eux, ils développent l'haltérophilie sans aucune technique. Ouais. C'est des bourrins. Et honnêtement, pour avoir vu des gens qui ont dû faire, des rameurs qui ont dû faire des circuits avec des 50 reps de traction, de développé militaire, de clean, etc., quand tu les vois faire leur clean, tu te dis, mais en fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais fait clean. Pour moi, c'est comme s'ils n'avaient jamais fait clean. Ils font exactement les mêmes erreurs qu'un débutant, ils n'engagent pas leur coude. Enfin, Ouais, parce que déjà, je pense que c'est quand même récent que l'haltéro soit utilisé dans les sports. Tu vois, c'est dans les 5 dernières années peut-être. Et du coup, ils Bien n'étaient pas avant. coachés, tu penses? ah ouais, j'ai bien avant. Nous, on avait une prof à Format Sport qui était championne de France d'aviron. Il faisait des circuits de 50 reps.
50 reps mais eux, de... c'était pas vraiment du clean qu'ils font, je crois. Que Non, mais enfin, c'est des les mouvements à rameurs, la ils font barre. Des tirages. Voilà, des bizarres. mouvements à la barre. Mais il y a un moment où, si t'as pas de technique, c'est juste pour développer la force musculaire, etc. Ou des rugbyman, je pense que les rugbyman, ils ont quand même eu accès faire des cleans ou des mouvements d'haltéro. J'en ai eu, il y en avait un, c'était un Nouveau-Zélandais là, qui était venu à la boxe, qui était coach au Loup. Ah, je me souviens, il était fracasse. Il m'était défoncé. Et alors, outre les blessures, en termes de clean, pour moi, il n'avait pas de technique sur un clean. Ouais. Et pourtant, le clean, c'est pas le mouvement non plus le plus complexe. Mais donc, en gros, ils cherchent juste la qualité physique, mais pas la technique pour améliorer en fait leur potentiel sur les mouvements qu'ils doivent faire en haltérophilie. Parce que là, c'est des athlètes pour le coup qui n'étaient pas encadrés par un coach qui maîtrisait l'haltéro en fait. Voilà. Et le CrossFit, ça apporte ça. Parce qu'au-delà simplement de développer les qualités physiques, en termes techniques, sur l'haltérophilie, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'haltérophilie ça a pris un essor, ça a repris un essor, hein, c'est grâce au CrossFit. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a 10 piges, l'haltérophilie ça n'existait plus quasiment. Enfin, à part les passionnés de Ça a pris l'haltérophilie. l'essor et ça a explosé chez les femmes aussi. Oui, c'est ça. Oui. Je trouve que le CrossFit, Ça a exposé toutes les femmes à en termes de prépa l'haltérophilie. physique, ça a exposé les femmes à l'entraînement de force de manière générale même. Oui, complètement. Ça a enlevé déjà les tabous. Je pense qu'il y a 10 ans, en dehors d'une salle de CrossFit, à part les quelques filles qui faisaient du powerlifting, tu voyais pas beaucoup de filles Ou d'haltérophiles. faire du squat lourd, faire des trucs comme ça. Quoi. Oui, c'est sûr. C'était des sports très spécifiques et éventuellement même de passionnés. Maintenant, tu vas dans un club, Fares, qui a coaché pendant longtemps à la boxe, etc., il a découvert cet essor. Et il en a bien profité parce que son club, pendant longtemps, c'était la plupart de ses meilleurs athlètes, c'était des crossfiteuses. Ouais, encore maintenant, le CrossFit français. Oui. L'haltérophile français, pardon, chez les filles, il y a beaucoup de. Regarde comment elle s'appelle, Laura Horvath. Laura Horvath, elle a fait sa compétition dans son pays, là, d'haltérophilie qu'elle a gagné. Récemment, là ? Ouais. Ah, j'ai pas su. Après avoir gagné les Games. Après, Tia Claire Toumi. Tia Claire Toumi, elle a fait pareil en Australie. Il y a plein d'athlètes, effectivement, et qui n'ont pas des niveaux dégueulasses, quoi. C'est des niveaux. Même en France, hein. Ouais. Marie Robin, tout ça, elles ont des. Ouais, un très bon niveau d'haltérophilie. Elle est championne de France, non, Marie Robin ? Ouais. Elle n'a pas été championne de France. Bon, voilà. C'est une crossfiteuse. Certes, qui a fait de l'haltérophilie, c'est une crossfiteuse. Qui fait des compétitions de crossfit. Et puis il y en a plein. Hein. Il y en a eu. On a organisé une compétition, les compétitions qu'il y avait. Voilà. Donc forcément, l'haltérophilie a carrément développé ça. Donc en méthode de préparation physique générale, c'est la meilleure manière de se préparer physiquement. Tu touches à tout, tu fais tout, techniquement, coordination motrice. Tous les jours, tu as des choses sur la coordination motrice pour l'améliorer. Non, tu développes vraiment toutes les 10 qualités physiques du CrossFit. Je pense que le CrossFit en prépa physique, ça a apporté un truc bien aussi, c'est que j'ai l'impression que, surtout en France, mais peut-être ailleurs, mais la prépa physique, elle était trop spécifique jusqu'à maintenant en fait. C'est-à-dire que il y a 15 ans en arrière, des fois le prépa physique c'était le coach, donc déjà ça pose un autre problème. Et la prépa, elle était que spécifique, où tu voyais des gens qui, par exemple, un tennisman, ils allaient essayer de lui faire des trucs avec un élastique pour que ça ressemble plus au mouvement. Tu faisais que ça. Et personne travaillait l'humain ou l'athlète, tu vois, sur son spectre global de capacité physique, et pour toujours aller vers du spécifique. Ou c'est comme les rameurs qui travaillent sur 7 minutes pile. Tu pensais à ça, non ? Ouais, je pensais à ça, ouais. Parce qu'un 2000 mètres, c'est environ 7 minutes. Voilà. Et qui veulent être très performants dans ce domaine-là, dans ce laps de temps-là, comment on appelle ça, dans ce temps cible de 7 minutes. Sans travailler la base qui passe par la force. Donc 40 minutes de zone 2, par exemple, pour eux, pas forcément. Pour le coup, maintenant, on sait. Alors maintenant, les choses ont bien changé là-dessus, parce que je pense que les personnes, si tu vas dans un club d'aviron ou dans n'importe quel autre club de sport où il développe de la puissance, s'ils ne travaillent pas de la puissance avec du cardio, s'ils ne travaillent pas la zone 2, je pense qu'aujourd'hui... Je pense que tout le monde aujourd'hui travaille la force, travaille l'endurance fondamentale. Je ne suis pas 100% sûr, mais j'espère en tout cas. Je pense que le CrossFit, ça a contribué à montrer aussi que... Ça a enlevé des peurs aussi sur les interférences, par exemple, tu vois. Les grosses interférences. Vous ne pouvez pas être fort et endurant en même temps. Les filières énergétiques. Non, là on passe à l'autre filière énergétique. Non, là maintenant c'est fini, c'est l'autre. Ah bon, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, si je fais un effort d'endurance, je peux pas soulever une barre max en plein milieu d'efforts d'endurance. Ah bah si, c'est possible finalement. Ouais. Si, finalement ça marche. Je sais pas pourquoi, le corps il te dit pas que ça marche pas. Tu peux progresser sur les deux, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on fait. Ouais. Constamment. Donc s'il y a des athlètes qui veulent venir faire leur prépa physique générale à la boxe, c'est le bienvenu.
À partir du moment où leur prépa physique, leur coach prépa physique, etc., est pas contre. Ouais. Mais ça, Oui, des fois, parce c'est qu'on- une autre on en a vu qui problématique. n'étaient pas au courant, des fois, ouais. C'est ça. C'est compliqué. Ah non, faut pas qu'ils sachent, machin, etc. Les guéguerres de clocher. Ouais. Après, ils protègent leur métier. Hein. D'autres questions ? Une dernière ou pas ? Allez. Que pensez-vous du body positive ? Ça fait la transition où on parlait du crossfit avec les femmes d'ailleurs, qui a permis aux femmes certaines femmes en tout cas, d'accepter qu'elles pouvaient être fortes, potentiellement musclées, etc. Et du coup, déjà le body positive, ça te fait penser à quoi toi quand tu penses ? Ah, rien. Body C'est vrai. positif, ça me parle pas du tout. Et ouais. C'est-à-dire, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, je me dis. C'est quoi ça ? Ouais. Ok. Je vais te donner la définition. En fait, on n'aura pas grand-chose à dire, je pense. Hein. Le body positive est un mouvement social qui prône l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps, quelle que soit leur forme, leur taille, leur couleur de peau ou leur apparence. Ok. Ce mouvement vise à encourager les individus à se sentir bien. Moi, ce terme, je vois un peu deux Alors, déjà, moi, il y a deux choses. extrêmes différentes. Tu parles de la couleur de peau, la taille, les machins, etc. Ça, c'est des choses que tu peux pas changer. Oui. Ok ? Donc, on oublie tout ce que tu peux pas changer. Si tu n'arrives pas à accepter ta couleur de peau, Ça va être compliqué. c'est dommage pour toi. Par contre, la corpulence, c'est quelque chose que tu peux changer. Ouais. La question, c'est qui parle du body positive ? Ou quelles sont les personnes qui ont envie de promouvoir un peu le body positive ? Est-ce que c'est des personnes qui sont tankées, Ouais. secs, etc., et donc qui ne se préoccupent pas du tout de ce sujet-là, ou plutôt des personnes qui sont un peu robées, qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, et qui voudraient se sentir bien dans leur Du peau ? coup, quand on a eu cette question, parce que moi j'ai un peu l'image, quand on parle de ça, des personnes en surpoids qui disent que elles devraient pouvoir être en surpoids sans qu'on les embête. Du coup, je suis allé Ça, c'est voir vrai. un petit peu sur Instagram. Ça, c'est vrai. Et j'ai vu deux types un petit peu de gens qui prônent le body positive. Il y a en ce moment ça pas mal à la mode, et ça je trouve ça positif. C'est surtout les femmes. Les hommes, ça parle pas trop de body positive d'ailleurs. C'est quand même surtout les femmes qui vont montrer une photo d'elles relâchées, tu vois, et une photo un petit peu avec la pose pour montrer que finalement elles ont peut-être un petit peu de cellulite ou un petit peu de peau d'orange ou des trucs comme ça, ou qu'elles sont pas aussi parfaites que ce qu'on voit sur les photos Instagram. Mais elles participent au problème. En prenant les photos. Oui. Soit tu prends une photo naturelle, soit tu prends une photo où tu essaies Ouais. de t'amincir et de faire Bah là, ça. du Mais coup, si tu tu vois, fais ça à partir du moment où, T'as à des partir du personnes qui moment où montrent tu les fais deux, ça, qui font le avant-après. ouais, en fait. mais je m'en fous. Si tu fais un avant-après, il y a un moment où tu le fais comme ça. Pourquoi tu le fais comme ça ? Ouais, on est d'accord. Ça sert à rien de le faire comme ça si derrière toi tu considères que le body positive, bah, assume ton corps comme il est, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est toi qui assumes pas ton propre corps. Ouais. Et tu veux que les autres ne te Après, forcent pas ou ne moi, je le t'imposent voyais pas, ou d'un la société point de ne vue plus t'impose pas. positif, ça, parce que c'était juste pour montrer que t'as le jeu des réseaux, il y a certaines personnes qui vivent de ça. On est Et d'accord. si même ces personnes montrent que finalement elles sont pas aussi parfaites, Oui, mais il faut qu'elles fassent plus de, ça cool. de photos où elles sont pas parfaites Ouais. que de photos où elles sont parfaites. Parce que quand elles font des photos où elles sont parfaites, elles participent au problème. après est-ce que le problème, ça c'est un autre débat, mais est-ce que le problème il vient vraiment des gens qui mettent ces photos ou des gens qui les regardent et qui s'en préoccupent mais, Les deux. Si tu mets pas la photo, il n'y a rien à regarder. Oui, mais tu peux regarder la photo et décider ou prendre du recul et décider que ça va pas te toucher, tu vois. Tu vois, il y a un truc que j'ai vu, personne n'en a rien à foutre de ta gueule. Ouais. Point final. Tu considères que les gens se préoccupent de toi parce qu'ils likent un post, ils likent un truc. Personne s'en fout. Tout le monde est trop préoccupé par soi-même pour aller s'occuper des autres. Si demain, tu as 300 000 abonnés, tu arrêtes de publier, etc., tu auras peut-être 10 personnes qui vont dire « Bah alors, qu'est-ce qui se passe ?» Les autres, ils s'en foutent. Ouais, ça c'est sûr. Ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. Qu'est-ce que tu te prends la tête ? Enfin, j'ai envie de te dire que tu acceptes ton corps tel qu'il est. Déjà, si toi tu l'acceptes, c'est tout bon. Point final. Que tu sois gros, petit, mince, maigre, etc., si tu kiffes comme tu es, tout va bien. Si la personne avec qui tu vis kiffe comme tu es, tout va encore mieux. Ouais. À partir de là, le reste, rien à foutre. Si tu te laisses influencer par celui qui va te dire quelque chose dans la rue, qui va te faire une remarque, etc., mais t'es pas sorti de l'auberge, c'est fini. Alors, sauf si les gens te disent tout le temps « Non, vous êtes magnifique, vous êtes belle, etc. » Même ça les fait chier. Même ça, au bout d'un moment, ils en ont marre de se faire remarquer parce qu'elles sont comme ci ou etc. Donc, peu importe que ce soit parce que t'es très 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 belle ou parce que t'es très 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 moche ou peu importe, il y aura toujours des choses à redire. Les gens s'en foutent.
véritablement. Si tu captes que les gens, ils s'en foutent... La personne, le truc que tu as entendu, je pense que je l'ai vu passer aussi. Il y a un gars qui montre que tu peux faire n'importe quoi, les gens ils oublient au bout de 3 secondes. Tu peux te mettre allongé dans la rue par terre, les gens ils vont dire c'est bizarre, et puis 5 minutes après... C'est toi qui est figé sur le regard de ce que les autres vont penser, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, etc. C'est toi-même qui t'impose ce genre de choses-là. Comment je suis habillé, mais quand tu marches dans la rue, comment t'es habillé, tu crois que le mec en face, il regarde et alors lui, franchement, etc. Et même si ça arrive, quand bien même, ils s'en foutent. 2 minutes après, c'est terminé. Quand bien même quelqu'un qui voit une autre personne qui est habillée de manière un peu spéciale, elle va le remarquer, puis au bout de 5 minutes, elle aura oublié, quoi. C'est ça. Le seul truc, c'est que si tu portes des Metcon, etc., et un mec, il va savoir que tu fais du crossfit, il va peut-être faire un petit check, il va te dire, ouais, moi aussi, je fais du crossfit, basta. Mais, enfin, c'est se préoccuper, en fait, de problèmes qui ne devraient même pas exister. Et ces putains de culture woke de merde, là, qui t'imposent et te voudraient que tu réfléchisses, toi, d'une manière différente. Pour moi, ce côté-là du body positive, je trouve ça bien qu'il y ait des femmes qui disent, acceptez-vous comme vous êtes, etc. Mais c'est exactement ça. Par contre, j'ai vu l'autre extrême, où t'as des personnes en obésité morbide qui prennent 2 places en avion et qui se plaignent de devoir payer 2 places parce que les avions sont pas faits pour elles. Et du coup c'est un peu dans le même courant, tu vois, elles disent que c'est la même chose, que c'est du positif, sauf que pour moi c'est plus du tout le même délire. Tous les extrêmes sont mauvais, hein. Tous les extrêmes sont mauvais. Bah là on est dans un autre extrême. Est-ce que la personne véritablement qui prend 2 places dans un avion parce qu'elle est au niveau de l'obésité morbide, elle veut quoi ? Est-ce que elle, si tu lui proposes demain, je claque des doigts et tu fais 60 kilos, normal, etc. Elle accepte, elle refuse ? Elle va dire qu'elle refuse. Ok, dans ce cas-là, super. Dans ce cas-là, elle assume. Parce que c'est son choix. Moi, je pense qu'elle accepte. Moi aussi, je pense. Mais sans le dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à partir du moment où il y a cette possibilité-là, dans ce cas-là, c'est à toi de faire ce qui est nécessaire déjà pour que tu sois en bonne santé. Moi, j'ai mal au genou quand je vais prendre un avion. Je vais pas demander à ce que le siège de devant soit dégagé pour que je puisse tendre ma jambe. S'il vous plaît. Voilà. Donc voilà. Donc le body positive, dans ce que tu me dis, etc. Oui, que les filles assument leur corps, elles ne soient pas obligées de faire des photos. Filles ou mecs, hein. Oui, non, mais là, tu me dis que c'est la plupart du temps c'est des filles ou c'est des. Mais les mecs font la même chose. Sur les réseaux. Les mecs quand ils font des photos, etc. S'ils ont des abdos, ils font pas le ventre gros comme ça. C'est plus les femmes qui en parlent sur les réseaux, mais en soi ça touche tout le monde, quoi. Exactement. Femmes, parce que... Mais encore une fois, si elles considèrent qu'il y a une problématique vis-à-vis de ça et des photos, à aucun moment il faut qu'elles prennent des photos où elles se mettent en valeur de cette manière-là pour pas participer au problème. Moi, je suis plus d'avis que c'est plus au consommateur de choisir et de pas incriminer. Parce que tu vois, il y a un truc qui revient tout le temps sur les réseaux, c'est les gens qui vont dire que parce que t'as mis quelque chose en avant, ça les offense. Letty, elle a eu le cas il y a pas longtemps, là, un coup, elle était refaite parce que Chloé, elle avait dormi un peu plus le matin. Du coup, elle avait fait plein de choses pendant qu'elle dormait. Et elle avait mis une story comme ça. Et il y a une femme qui lui a dit, oui, c'est offensant pour les femmes qui n'arrivent pas à faire ça, etc. Moi, récemment, j'ai vu une gamine de 12 ans qui clinait plus lourd que moi. Je suis pas allé lui dire que c'était offensant. Tu vois ce que je veux dire ? Non, attention à ce que je dis. Je suis pas en train de dire que les personnes ne doivent pas publier ça. Je suis en train de te dire que les personnes qui font partie du mouvement body positive ne doivent pas participer au problème. Ouais. Moi, je fais pas partie du body positive, j'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de publier mes abdos, je publie mes abdos. Ou mon clean, je publie mon clean. Si toi, tu as un problème avec ce que je publie, c'est pas mon problème à moi. Okay. C'est à toi de pas regarder le réseau social. C'est pas à moi de faire attention à ce que je vais publier par peur de heurter certaines personnes qui n'ont pas la capacité de cleaner aussi lourd que moi. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas la même chose. Non. Ce que tu voulais dire je te parle de gens qui te parlent de cette problématique-là, mais qui en même temps publient des photos qui participent à cette problématique. Vont faire une fois une photo comme ça, noyée dans exactement. Plein d'autres, quoi. Où ils vont te dire, oui, non, mais en fait, je suis comme ça, etc. Donc il faut m'accepter. Fais ce que tu veux. Si t'es une nénette qui ne publie que des photos où tu te mets en valeur, etc., mais c'est ton choix. Quel est le problème vis-à-vis de ça ? Si toi, t'as un problème avec ça, c'est ton problème, encore une fois. Okay. C'est pas le problème de l'autre personne. Le problème, c'est celui qui est devant son écran, pas celui qui fait la publication. Okay. J'avais pas compris que publie ce que tu as envie de publier. Si t'as pas envie de suivre, tu suis pas. Tu vois, il y a des boutons, ça s'appelle unfollow, et terminé, on n'en parle plus. Tu vas pas imposer ta manière de penser aux autres personnes, ça marche pas comme ça. Ou tu peux essayer, mais tu vas te prendre des tartes dans ta tronche.
Ouais, ou même pas, mais... Oh bah, je pense que si, d'une certaine manière. Je pense que ça en viendra, peut-être pas aujourd'hui, mais bon, je pense qu'on y arrivera à un moment ou à un autre. Hein. Quand tu vas aux États-Unis, comment ça part en Parce cacahuète. que ça n'a plus rien à voir avec le body positive, mais c'est un truc qui m'énerve. Sur les réseaux, tous les gens qui se plaignent dès qu'ils voient quelqu'un qui fait quelque chose qu'ils n'ont pas, ou alors juste qu'ils sont pas d'accord, en fait. Ça, je trouve ça fou. Mais si t'es pas Comment d'accord, ça regarde pas. Ouais. Point final. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est pas eux, c'est toi. J'ai fait un mec qui disait l'autre fois sur Insta, si t'aimes pas ce que je fais, mais que tu continues de regarder ce que je fais tout le temps pour me critiquer, que tu le veuilles ou Bah, non, t'en t'es as fan besoin. de moi. Bah bien sûr, mais c'est parce que c'est des gens qui en ont besoin. Ça développe quelque chose en eux, ils ont un mécanisme qui fait qu'ils fonctionnent de cette manière-là. Mais, enfin, c'est fou en fait. C'est incroyable ce genre de truc. C'est un truc de malade en fait. Des gens qui veulent t'imposer leur manière de penser, de vivre. Mais laisse-moi tranquille. En plus, c'est un truc vraiment que tu peux voir que sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, mais ferme ton téléphone, enlève ton téléphone. Moi, c'est ce que je fais. Instagram, j'y vais quasiment pas. Ouais. J'utilise YouTube, j'ai des abonnements, etc. Je vais sur la section abonnements, je regarde les gens qui m'intéressent. Les gens qui m'intéressent pas, je les suis pas. Point final. Peu importe ton point de vue, peu importe ce que tu penses, etc. Tu m'intéresses pas, je ne te regarde pas. C'est aussi simple que ça. Et je vais pas aller regarder ces gens-là pour m'énerver moi dans mon coin en me disant ouais mais non, mais je suis pas d'accord avec toi. derrière ton écran. Mais ça, c'est nocebo, placebo, on peut revenir là-dessus, etc. Ouais. Mais c'est exactement ça. Tu finis ta journée, tu as été énervé par des trucs, tu n'as même pas rencontré les personnes, tu aurais pu juste cliquer sur le bouton off ou éteindre ou je sais pas quoi et terminer, on n'en parlait plus. Oui, si tu as envie de vivre dans un monde de bisounours, bah va regarder le dessin animé Les Bisounours, on n'en parle plus. En plus, je pense qu'il y a des gens qui perdent une énergie Mais bien sûr. à débattre sur les réseaux. Comme tous ceux qui vont mettre des commentaires salés sur les messages, etc. Mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu vas te dépenser ton énergie à faire ça ? Voilà, il y en a, ça les fait kiffer. Il y en a, ils vivent comme ça, par procuration, ou je sais pas. Eh ben, si vous avez d'autres questions, faudra les mettre sur la vidéo dans les commentaires, ou éventuellement sur Insta, peu importe. Et puis, on fera un autre podcast sur les habitudes. Donc, comment tenir ses habitudes, ou ses objectifs, ou ses résolutions. Voilà. Les résolutions que vous allez tous prendre au 31 décembre 2023 pour l'année 2024. Au 29 janvier. C'est ça. Pour s'arrêter. La seule bonne résolution, c'est de venir à CFV et celle-là, vous allez la tenir parce qu'on va vous y obliger. Je déconne. Et puis, si on refait pas de podcast, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut. Ciao la team. Bye.